Tiers-livre, cycle atelier d'écriture, on l'a appelé progression. Une double idée de se munir d'outils pour soi-même, pour son écriture, quel que soit le niveau, possibilité d'interroger, de diffracter ce qui se passe dans sa propre écriture, mais aussi d'outils utilisables avec des groupes en public quand on mène des ateliers, donc un double enjeu à la fois personnel et vers le travail collectif. Là, cette fois-ci, il s'agit de construction du personnage. Alors évidemment, de multiples possibilités d'entrer là. Je présente une qui m'est particulièrement chère et importante parce qu'elle pose aussi une autre démultiplication. On garde en vue la construction de personnage et l'enjeu d'une construction de personnage, c'est pas simplement d'avoir un beau texte sur un personnage, c'est que ce texte se révèle à vous justement parce qu'on l'écrit. C'est-à-dire qu'on entre dans un processus où le personnage se révèle à vous précisément par le chemin de l'écriture et dans le temps de l'écriture. C'est l'imprévisible, c'est l'inconnu du personnage, c'est en quoi l'écriture va permettre de le fabriquer bien au-delà de nos réminiscences ou de notre savoir a priori. C'est-à-dire que l'écriture, c'est pas une écluse qu'on ouvre et puis il y a ce dont on dispose qui va devenir texte. Non, il y a du rien, des fantômes, du lacunaire, et de ce lacunaire, l'outil lui-même va produire le personnage sur lequel ensuite on peut s'appuyer pour du récit bien au-delà. Et le deuxième versant, c'est justement l'interrogation de l'écriture elle-même. C'est-à-dire, indépendamment du sujet et de ce personnage, comment on interroge notre manière d'écrire et notre propre positionnement par rapport à cette grosse masse instable avec de la grammaire, avec des formes, avec des sujets et des verbes. Et si je prends ces précautions, c'est parce que c'est pas une astuce ou une recette de cuisine. C'est pas dire, tiens, on va se servir dans les pronoms personnels, et dans les pronoms personnels, je choisis le tu. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec cette perceuse électrique qui s'appelle... Non, c'est pas ça la question, c'est... aujourd'hui, on va travailler en mettant tous les projecteurs, toute la focalisation sur le tu, mais l'idée, c'est bien plus largement qu'ensuite, quand vous écrirez, quand on écrira, je ne me mets pas à l'écart, je ne me mets pas à côté du lot, il y a une espèce de conscience qui se produit, qui n'est pas une conscience déterminante, mais qui est que dans cette espèce de patte obscure, où tout se passe dans l'instantané, où on est requis bien au-delà de soi-même, parce qu'on est là en train déjà d'écrire, eh bien, l'utilisation des pronoms personnels, elle restera toujours spontanée, mais dans cet instantané ou ce spontané, il y aura cette conscience technique du rôle et du poids du pronom personnel. Et sa spécificité par rapport aux autres, et cette spécificité, c'est là tout de suite où on va l'ouvrir avec Charles Juliet. Tu, c'est l'autre, c'est toi, mais tu, c'est toi dans l'autre sens, toi qui écris par rapport à l'autre. Et c'est dans cette ambivalence qu'aujourd'hui, on va travailler. On va s'appuyer sur cette ambivalence pour faire lever un personnage, alors même qu'on n'en dispose pas. La statue, on ne la voit pas avant de commencer à l'écrire. Statue en mouvement, bien sûr. Statue habillée, pour reprendre une petite surprise que nous livre une fois Schopenhauer, Le monde comme volonté et représentation, à propos d'une image très fugitive dans Don Quichotte. Statue habillée, qu'est-ce qu'on peut en faire dans l'imaginaire? Oh là, je suis en digression. Allez, maintenant, Charles Juliet. Charles Juliet, né dans l'Ain et puis vivant toujours à Lyon ou dans proximité de Lyon. Il approche maintenant, Charles, des 90 ans. Il est né en 1934. Autant dire que depuis le début des années 80, c'est une présence
discrète, mais longue, insistante, précieuse. Pourquoi ? Je vais être forcé d'utiliser des éléments biographiques, mais je le justifierai dès lors qu'on va entrer de façon plus technique dans l'embout. Alors ces éléments autobiographiques, je sais qu'aujourd'hui c'est une sorte de douleur, c'est question d'énormes dépressions qui peuvent suivre la naissance d'un enfant. Aujourd'hui on sait les traiter. À l'époque, on ne savait pas trop et ça pouvait se traduire. Je ne veux pas faire des hypothèses, gamberger, tout ça. C'est pas, on va s'en tenir au fait. En tout cas, peu après la naissance de l'enfant, Charles donc Julier, la mère est hospitalisée dans un contexte psychiatrique, dans la dureté là de cette fin des années 30. Et puis, vous savez, dans les années 40, le drame général que c'est. Je crois qu'on en a parlé aussi au moment d'Antonin Artaud, plus de 35 000 personnes, je crois, hospitalisées dans les établissements psychiatriques en 1940, et il en reste 8 000 en 1945. Contrairement à l'Allemagne nazie, la France ne prend aucun arrêté. On se contente de dire, si on ne les chauffe pas et si on ne les nourrit pas, la question se réglera d'elle-même. C'est ainsi qu'on perd Camille Claudel et pas mal d'autres. C'est ainsi que disparaît la mère de Charles Julier. Orphelin, pupille de la nation, je crois que c'est vers 10-12 ans, on le place dans cet établissement, des établissements qui existent toujours, ça s'appelle la Légion d'honneur, et a priori on leur met des uniformes aux gamins, et puis l'armée pourra toujours les absorber, ces petits hauts-là. Sa défense, sa réponse à lui, ce sera par le mutisme, quelque chose qui se clôt sur lui-même et qui a des traces pour quiconque connaît Charles dans n'importe quelle conversation qu'on peut avoir avec lui jusqu'à tout récemment encore. Le droit d'en parler ? Oui, puisqu'il en fait un élément de son travail. Alors dès ces années 70, quand il commence l'écriture, il y a la vie commune avec celle qu'il épousera et qui vient juste de disparaître il y a quelques mois. Pensée un petit peu lourde, et ça me trouble un peu de faire cet exercice-là, dans ce deuil qu'il traverse encore probablement ces temps-ci. Dans ce rapport qu'ils établissent à eux deux, il y a la liberté pour lui de se consacrer à l'écriture. Je ne pense pas qu'il n'ait jamais exercé d'autres activités. Et ce rapport à l'écriture, c'est un journal. Le premier s'appelle Ténèbres en terre froide, 1957-1964. Donc quelqu'un déjà adulte, 1957, moins 34, il a 23 ans. Et commence cette interrogation permanente sur ce qui pousse à ne pas parler, mais ce qui pousse à écrire, la relation qu'on peut avoir au réel, ce qui trouble, ce qui aspire, la relation qu'on a au livre et où mentalement il vous emmène. Et puis, bien là, 2003, c'est le tome 7, je crois qu'il y en a 2 autres encore depuis. 1997-2003. J'aime particulièrement celui-ci parce que justement il s'appelle Apaisement. Mais c'est évidemment quelque chose dont on ne peut pas avoir vu synoptique encore ce journal, mais qui est un énorme document sur comment soi-même on peut cheminer vers l'écriture. Qu'est-ce qu'on peut attraper, puiser des forces naturelles, des personnes, des voyages, des lectures, pour entrer dans ce qui reste en à jamais, exercice de l'énigme, exercice du difficile, de l'imprononçable, de la quête de soi-même par se jeter vers le dehors. Et donc le journal de Charles Julier, c'est un monument important. Trêve là-dessus. Charles Julier a donc commencé son journal depuis longtemps. Il a commencé à publier
des essais, des études qui concernent plutôt l'art, et l'art abstrait, l'art de Bram van Velde. C'est comme ça que les gens comme moi, dans ces années-là, on a d'abord entendu parler de Charles Julier, avant qu'en 1989, donc à plus de 50 ans, il pratique une incision sur ces secrets-là de l'adolescence confinée dans cette école de la Légion d'honneur, les uniformes mis sur l'adolescence, et qu'il publie un livre qui est complètement en rupture donc avec cette démarche très secrète, très introvertie, mais j'aime pas ces mots qui relèvent de la psychologie et pas du travail littéraire. Le livre s'appelle L'année de l'éveil, un immense succès, le prix France Inter, des traductions partout. Ça voudra dire aussi pour Charles Julier la possibilité d'être libéré des contraintes matérielles, mais ça pareil, c'est tout petit détail, en tout cas peut-être une légitimité ou le contraire, c'est le sentiment d'un porte-à-faux. En tout cas, pour moi c'est important d'en parler parce que après l'année de l'éveil, il y a Lambeau. Et Lambeau, c'est un livre relativement bref, 150 pages, disons 160 pages, et tout à la fin, il y a cette petite mention 1983-1995. C'est-à-dire quelque chose qui commence à s'écrire avant l'année de l'éveil, mais sur les 12 ans de travail, demande encore 6 ans après l'année de l'éveil pour être achevé. Est-ce que c'est ça le bon mot? En tout cas, dans ce geste de publier qui l'enlève de l'auteur et nous le remet dans nos mains à nous. Et Lambeau, c'est une construction qui est pour moi totalement singulière parce que c'est un diptyque. Si j'ouvre partie 1, partie 2, on est exactement au milieu de l'ouvrage. 80 pages dans la partie 1, où le tu, c'est cette mère qu'il n'a pas connue. Du moins, il l'a connue. Quand la mère décède, on emmène l'enfant la voir. Et là, il y a 2 pages bouleversantes. Le livre, d'ailleurs, se défait, se laisse manger par le blanc, mais c'est tout, c'est seulement ça. Le tu, c'est la mère qui ne l'a pas élevé, la mère qui lui a été retirée à la naissance. La deuxième partie, c'est encore un tu, mais le tu, cette fois, c'est lui-même vis-à-vis de sa mère adoptive, la famille où il a grandi. L'intensité du livre est partout égale, avec un pic d'intensité là dans cette fin de la première partie, juste avant la cassure, le décès de la mère. Mais je pense que c'est ce diptyque, je pense que c'est cette séparation qui rend beaucoup plus nette, en tout cas qui déporte le livre sur ce fonctionnement grammatical. Dans cette première partie, le tu est fictionnel puisque le personnage, il n'en connaît rien par son expérience personnelle. Contrairement à la deuxième partie où le tu renverra à lui-même traversant une expérience personnelle constamment renouvelée, celle de la mère adoptive. Et c'est ce que je vous invite à traverser, c'est-à-dire nous on va reprendre le procédé technique, le tu, ce tutoiement qu'autorise l'intime, c'est son sang, c'est son histoire, mais dans cette traversée de l'abîme qui fait que cette mère reste dans l'éloignement, dans l'impossibilité du geste qui touche et qui prend, mais contraste en permanence par l'autre partie, justement par ce statut de l'expérience. Ça veut dire que ce texte-là, ces 80 pages, où chaque paragraphe commence par un « tu », c'est un jeté dans l'abîme à partir d'éléments minimes. Une photographie avec une petite fille en tablier à carreaux. Le lieu,
la ferme où elle vivait, et que donc pour aller à l'école ou prendre le car qui ramenait les enfants, j'improvise un peu, en tout cas sur ce chemin-là que faisait la petite fille et sa jeune sœur dans l'hiver, c'était ça. On ne peut pas les avoir connus, mais on peut retrouver la maison, on peut retrouver le chemin, on peut reconstruire les saisons, et à ce moment-là, on aura quelque chose. Comment elle a rencontré son père, à lui, Charles Julier, narrateur? Eh bien, elle était jeune, c'est un bal, on peut retrouver aussi le lieu, les circonstances, on peut décrire ce bal. Qu'est-ce qu'il reste encore? Il y a encore des objets, il y a encore peut-être d'autres photos, mais vous voyez, ça suffit, et puis je pense que c'est un livre de toute façon, il est trop classique, trop important, donc je mets juste quelques petits extraits qui sont sur ces exemples jetés dans ce qu'on ne connaît pas, mais quand on jette un exemple dans ce qu'on ne connaît pas, on l'appuie toujours sur un élément qui puisse être pourtant si mince, si infime qu'il soit, lui, il est vérifiable. Lui, on peut s'appuyer dessus. On prend ce minuscule élément qui nous est donné à distance pour se jeter vers l'inconnu et le reconstruire, mais avec cet indicateur de mesure qui nous dira « là tu n'inventes pas, là tu es juste ». Et cette question de la fiction, alors elle devient tellement puissante et rien ne la sépare du romanesque. Au contraire, le romanesque, c'est jouer sans l'élément vérifiable, cette notion même de justesse, et que cette justesse soit implacable. Et ça aussi, c'est une interrogation tellement décisive sur le fait que en quoi Lambeau est autobiographique? En quoi l'autobiographie surgit alors même qu'aucun des éléments ne puisse être se raconter soi-même, puisque c'est se perdre dans ce qui vous sépare dans la première partie, le tu étant elle, la mère qu'on n'a pas connue, ou se reprendre soi-même dans un cycle permanent dans la deuxième partie, où c'est pas soi-même qu'on raconte, c'est l'autre personnage, celle qui prend le rôle de la mère, et pour qui c'est une question évidemment probablement tout aussi gigantesque. Alors, pas besoin d'insister plus. Si vous pouvez avoir l'opportunité, prendre le temps, il y a des extraits aussi sur le site POL. Sur le site POL, vous savez qu'il y a aussi toujours des vidéos faites par Jean-Paul Hirsch, qui est le directeur administratif. Je me souviens par exemple d'une vidéo où Jean-Paul accompagne Charles Julier pour une émission à la Maison de la Radio. Dans le taxi, il filme le tout petit échange. Menez votre propre enquête. Sachez cependant que ce livre-là, pour moi, c'est un des livres majeurs du XXe siècle. Ce genre de qualificatif n'a aucune importance, mais pas possible de penser le paysage littéraire sans l'œuvre de Charles Julier. Et dans l'œuvre de Charles Julier, Lambeau comme une espèce de point incandescent par rapport au journal. Vous trouverez aussi sur le site, on avait aussi travaillé une fois à partir de ce texte qui est Rencontre avec Samuel Beckett. 5 rencontres où ce qui est intéressant pour moi, c'est l'approche du dialogue, parce que le dialogue est dissymétrique. On a deux types, de toute façon, qui n'aiment parler ni l'un ni l'autre. Et puis, quand Charles Julier, le jeune auteur connu, s'adresse à l'auteur qui vient juste d'avoir le prix Nobel, que Beckett écoute comme ça à la perpendiculaire, reste silencieux 2 minutes, l'autre ne sait pas s'il doit fournir une autre question ou penser que jamais, puis tout d'un coup, paf, il se retourne et voilà la réponse. Et puis entre-temps, ce qu'on écrit, donc ce que dit Charles Julier, on l'entend pas, mais la moindre banalité dite par Beckett dans le tour qu'elle prend, dans le son, la musique, la densité qu'elle prend, ça, elle est respectée scrupuleusement. Et de quoi on parle? De la veste, et puis qu'il y a un pull de laine, et puis qu'il y a les éraflures de laine là qui dépassent au
au poignet. Donc c'est pour moi aussi Rencontre avec Samuel Beckett. C'est un livre important. C'est que c'est simplement dans le flux du journal et il y a cette pudeur ou cette discrétion de Charles Juliet. Tant que Beckett est vivant, eh bien, ce serait pour lui une outrecuidance que ces textes de la rencontre avec Beckett, des rencontres avec Beckett, restent dans le journal. Il les a retirés et 10 ans après la mort de Beckett, il les rassemble dans ce petit livre. Voilà, exercice sur Lambeau. Et donc, ce sur quoi j'ai juste à insister là, c'est que lui parle de sa mère. Il met 12 ans, il n'y a pas une semaine. Il parle de quelque chose, évidemment, qu'on porte chacun comme déchirure ou absolue, quel que soit le rapport. Simplement, lui, ses 12 ans, elles sont marquées par ce point nodal au milieu du livre, qui est on emmène l'enfant voir celle qui meurt, c'est-à-dire qui se révèle et qui disparaît en même temps, et que ça, évidemment, cette expérience, nous, on s'incline, on la respecte, mais on n'en dispose pas. Et si tant est que c'est ça dont vous disposiez aussi, et que vous vouliez cheminer vers un tel point, ça vous regarde vous dans votre projet personnel, vos projets personnels, mais certainement pas le collectif. Donc, comment on va appliquer ? Moi, j'ai toujours ce principe de dire que si on écrit, il faut que ce soit une question forte pour soi-même. Donc, ce personnage, je pense par exemple à Pierre Bergougnoux, il y a un livre qui s'appelle Miette, c'est la grand-mère de Catherine qu'il va épouser. Dans les premières visites à la famille, cette vieille paysanne corrézienne, elle, dans sa culture, on n'entre pas, on se mêle pas aux visiteurs. Mais c'est juste un profil aperçu, parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de venir voir qui prétend épouser Catherine. Et c'est juste un profil aperçu dans l'arrière-cuisine, mais qui vient quand même. Et c'est juste ça. Il y a de Fugace, mais lui, il compose aussi 160 pages. Le livre s'appelle Miette. Alors, ça, je laisse un peu dans les périphéries, les exemples seraient multiples, mais en tout cas, c'est ça pour moi le plus important. C'est-à-dire, peut-être que pour vous, la rencontre a été lacunaire, peut-être que la rencontre, il y a peu de choses pour la nourrir, mais vous savez que cette rencontre, elle compte. Vous savez que ce personnage, même vu peu de fois, c'est quelque chose qui vous a formé, qui, en tout cas, vous le portez dans le legs qui vous amène et vous nourrit dans l'écriture. Par contre, c'est justement le fait que ce soit lacunaire, le fait que ce soit peu, qui va nous permettre d'écrire. Parce que, là, on se sert de Lambeau, et cette trahison, on ose la faire comme technique. Personnage, on en sait très peu. Qu'est-ce qu'il y a autour ? Les objets ? Les photos, les lieux, les trajets, ce qu'on vous en a dit, l'enquête elle-même, tout le travail de Modiano, là, Dora Bruder, comme il peut s'établir aussi sur des fils similaires. Eh bien, à vous de travailler. Et j'insiste encore une dernière fois là-dessus. Lui, là, c'est le tu qui lui permet ça. Le tu, parce que le tu, c'est jeté à distance. Là-bas, où tu es et où moi je ne peux atteindre, tu vois, tu dis, tu fais, tu reçois, tu accomplis, tu te heurtes. Pas dans l'idée d'un tu utilitaire ou d'un tu qui, là, ouf, c'est génial, ça nous permet d'écrire. Ça permet d'écrire quoi d'ailleurs ? Ça nous permet d'écrire sans chronologie. On ne décrit pas la vie du personnage. Chaque tu, c'est comment, petit à petit, on chemine soi vers le personnage. Et peut-être que ça, j'aurais peut-être dû en parler plus haut dans cette vidéo, c'est l'absolu scandale de cette partie 1 de Lambeau. Que rien n'est chronologique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est votre chemin vers le personnage. Tu jettes des tus et tu chemines vers ces tus. C'est le cheminement qui fait l'implacable du texte. Mais donc, chaque tu, lui, il s'établit dans la totalité des gammes de temps qui sont votre relation à ce personnage.
Et bien sûr, vous n'entrez pas dans le récit. Même si probablement vous allez partir de personnages que vous avez réellement rencontrés. L'enjeu, c'est pas de décrire votre rencontre avec ce personnage, comme lui écrit rencontre avec Samuel Beckett ou l'autre rencontre avec Bram van Velde. Il est que même si vous pouvez vous appuyer sur vos rencontres réelles avec ce personnage, vous allez le chercher dans ce qui n'appartient pas à cette rencontre. Dans les lieux, dans l'enfance, dans ce qui se passe après, dans ce que porte ce personnage. Et ça, c'est infini. C'est un livre en soi. Avec tout ça, il y a de quoi travailler, et c'est puissant. Je dis ça parce que on peut facilement approcher de zones extrêmement violentes. Donc, se tenir à l'écart, justement en se réfugiant dans la part technique. Se tue, il est à distance, il n'est pas vous avec le personnage. C'est ça qui va vous protéger. Ce tu s'établit dans une chronologie qui n'est pas celle du personnage devant vous, mais qui est la chronologie de votre chemin, la chronologie de votre enquête, la chronologie de ce cheminement de vous-même vers le personnage. Ça aussi, ça vous protège. Ensuite, savoir que tout peut se déployer parce que le plus infime, un lieu, un objet, une image, un récit rapporté, les choses qu'on suppose. À quoi rêves-tu? Il va jusque-là, cher Juliet. À quoi pense la fillette qu'il ne connaîtra jamais et qui pourtant lui a donné vie? Allez, à vous. Je suis content qu'avec tout ce cheminement déjà là de bientôt 6 semaines, on soit prêt à aborder là l'écriture aussi dans sa potentielle gravité. Une espèce de déni de toute technique et pourtant cette racine de la langue. Shakespeare utilise le tu. La langue anglaise ensuite s'en retire. Il y a quelque chose de très profond lié à l'âme même de la langue dans ce tutoiement et ce sur quoi Lambeau nous met en alerte de permanente ambivalence du tu, contrairement aux autres pronoms de la langue.